Donc salut Freddy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu de digital nomade. Et donc maintenant on est actuellement à Malte. On a voyagé pendant ces dernières années pas mal. Moi j'ai voyagé dans plein de pays, toi pareil. Donc aujourd'hui tu es à Malte et dis-moi un petit peu, est-ce que tu te sens bien à Malte? Est-ce que c'est un bon environnement pour toi C'est vrai que ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, ça fait 2 mois qu'on est à Malte là? Ouais. Ça fait 2 mois qu'on est à Malte. Moi j'ai un avis très mitigé sur Malte. J'ai un avis très mitigé sur Malte. Moi je trouve que Malte c'est une destination qui a tant de potentiel inexploité. C'est vrai. Genre en fait, Malte je trouve que c'est un pays qui a beaucoup d'avantages. C'est en Europe, c'est proche de la France, donc il y a quand même beaucoup de Français ici. C'est proche de la France, c'est fiscalement avantageux. Mais je trouve que Malte, c'est tellement sous-exploité, je trouve, dans le sens où les dirigeants en font tellement n'importe quoi et c'est tellement nul pour ce que ça pourrait être que c'est un peu dommage. Ouais. Bah moi je pense que Malte c'est pas mal aussi. C'est pas mal quand tu veux juste travailler. Il n'y a pas trop de distractions. Donc tu travailles, tu vas dans des cafés. Mais j'ai pas un truc dans le ventre qui me dit ça y est, c'est l'endroit où je vais aller vivre. Mais en même temps, c'est bien, c'est mieux que la France, il y a la mer, les gens sont ok. Donc ouais, je suis un peu mitigé aussi. Mais ce qui me fait le plus chier, on va dire, c'est surtout tu vas payer beaucoup pour des trucs qui sont pas forcément de très grosse qualité. Donc par exemple, l'appart, il est à 1600 alors que c'est pas une qualité de fou. Tout est cher alors que c'est pas une qualité de fou. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup sur ça, sur le fait que les trucs sont chers alors que vu que c'est une petite île et que tout est cher, tout le monde le paye, mais au final, c'est pas qualitatif et ils te donnent une qualité pas ouf quoi. Mais moi, en vrai, Malte, en fait, Malte me frustre, si tu veux. Genre, en fait, Malte, ça me frustre. Pourquoi? Parce que il y a tellement de potentiel. Genre, c'est une île qui est quand même stylée. Il y a la mer, il fait tout le temps beau. T'as des beach clubs qui sont vraiment stylés. Là, on va sûrement dans des beach clubs. T'as des bons restaurants quand même. Alors, il y a tellement de potentiel, mais c'est tellement mal géré, je trouve. Ouais, Genre, ouais. les routes sont absolument dégueulasses. Les appartements sont dégueulasses. Je parle de l'extérieur, hein. Genre, c'est très moche, c'est très très moche. Il y a des poubelles partout par terre. Ça sent pas bon. C'est de très basse qualité. Alors qu'en fait, c'est un endroit qui pourrait être tellement stylé pour les entrepreneurs. Mais le pire, c'est qu'à Malte, je me disais la dernière fois, l'île est tellement petite qu'en réalité, ils pourraient littéralement embaucher 50 personnes. Et pendant 2 mois, ils juste clean la ville, clean l'île. Et en 2 mois, tout est clean et tout est parfait, mais je sais pas pourquoi ils le font pas, donc c'est très bizarre. C'est super con parce que comme dit, c'est super beau en fait. C'est vraiment dommage parce qu'au final, tous les entrepreneurs, ils vont dans plein de pays de ce style pour avoir un style de vie comme ça. Genre, ils vont à Bali parce que justement, c'est une île, il y a la mer, c'est joli, c'est un endroit de chill, etc. Mais tu viens à Malte et c'est éclaté. Ouais, Et en plus, c'est super cher. Genre, autant tu vas à Bali, c'est pas cher, donc tu t'en fous un peu que ce soit un peu bidonville parfois. ouais. Autant la Colombie, c'est pareil, parce que c'est pas cher du tout et tu t'en fous. Mais là, tu arrives ici, c'est aussi cher que Dubaï, voire plus, mais tu as une qualité 10 fois pire que les pires bidonvilles de Bali. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Ouais, j'ai check les prix à Malte et littéralement, c'est les mêmes prix que Dubaï. Sauf qu'à Dubaï, tu as les meilleures nourritures possibles, donc ils importent tous les meilleurs fruits, tous les meilleurs trucs. Genre les meilleurs restaurants dans lesquels j'ai mangé, c'était à Dubaï, clairement. La qualité est vraiment ouf. Et pareil, les apparts sont parfaits, genre tout neuf, tout est parfait. Et au final, c'est les mêmes prix que Malte. Et il y a aussi 0% d'impôt, donc il y a des gens qui disent que tu payes le prix à Malte parce qu'il y a 0% d'impôt, que c'est une île et que du coup il y a très peu d'immobilier et tout. Mais je pense que c'est aussi ça. C'est, on va dire, la porte d'entrée la plus simple à l'Europe. Je sais que le visa, pour avoir le visa en Europe le plus facile, ça va être Malte. Donc il y a plein de gens qui achètent le Golden Visa, qui prennent des biens immobiliers et ils sont même pas là et au final ça fait augmenter les prix quoi. Donc c'est potentiellement pour ça. Mais ouais. Après, je pense que les prix des immobiliers sont principalement liés au fait que l'île est vraiment très petite, hein. Parce que tu regardes Bali, ça fait je sais pas combien de kilomètres carrés, mais Malte c'est que 300, c'est minuscule quand même, hein. Oui. Et le problème principal avec Malte, c'est qu'en fait, toute la population est concentrée dans 2 villes, genre Slima et La Valette. Et au final, en fait, personne ne va ailleurs parce qu'ailleurs c'est éclaté. Et donc au final, tu as tout l'immobilier qui est concentré dans un rayon de 3 km². Donc c'est surtout pour ça, je trouve, que Malte est cher en fait. Ouais. Et beaucoup trop cher pour ce que c'est. Il y a trop de demandes, mais bizarrement trop de demandes, surtout l'été. Il y a très très peu d'offres, et ce qui fait que c'est très très cher. Ouais. Après, le seul truc que j'aime bien à Malte, ça va vraiment être le fait que tu puisses marcher partout, aller dans des cafés en marchant. Et genre, depuis que je suis à Malte, littéralement, j'ai pris une fois la voiture, c'était pour aller à l'aéroport. Et une deuxième fois la voiture pour aller vite fait dans des endroits un peu plus loin. Mais en réalité, tu prends jamais la voiture. Donc ça, c'est pas mal si vous voulez juste travailler tous les jours, faire des trucs à pied, pas utiliser votre énergie dans les transports, etc. C'est pas mal. Ouais, non, et même
Moi, ce que je trouve vraiment frustrant avec Malte, c'est que, comme dit, c'est un endroit genre très très entrepreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ici, beaucoup de gens dans le poker, dans l'e-gaming, dans je sais pas quoi. Mais il y a vraiment rien à faire en fait. Tu te fais très très chier ici vraiment. Pour des pays qui sont entrepreneurs, ils devraient justement axer beaucoup là-dessus. Genre mettre en place, je sais pas, des centres commerciaux de malades pour que les gens puissent dépenser, plein de cafés différents. Là, il y a 2 cafés qui se battent en duel. C'est vrai. C'est quand même frustrant quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu penses un petit peu d'aller travailler dans des cafés à Malte ou plutôt travailler chez toi, vu qu'on va parler un petit peu du digital nomade et travail à distance? Donne-moi ton avis d'abord. Ouais, je vais te donner mon avis parce que j'ai un avis là-dessus. J'aime bien le matin me lever, travailler dans ma chambre ou dans le salon 2-3 heures. Et après 2-3 heures, j'ai remarqué que ma productivité devient pas ouf. Et donc, j'ai plus envie de travailler. Et si je me force à travailler encore, au final, je sais que je vais pas être très productif. Alors que si justement, après ces 2-3 heures, je marche et je vais dans un café, j'ai de nouveau 2-3 heures où je peux de nouveau être productif. Donc j'ai remarqué que ça peut être une stratégie qui est pas mal et c'est ce que je fais. Et j'ai l'impression d'être plus productif à faire 3 heures chez moi, 3 heures dans un café, 3 heures chez moi, que faire genre 9 heures chez moi ou 9 heures dans un café. Donc j'utilise cette technique en ce moment, c'est assez pas mal je pense. Ouais, ça me paraît pas mal. Moi j'ai aussi ce truc là où je suis beaucoup plus productif le matin. Donc moi je me lève tôt, genre 8 heures et puis je bosse jusqu'à midi, 13 heures, midi généralement. Mais moi j'ai pas trop ce problème de productivité, c'est plus que je préfère être à la maison, ou en tout cas sur un endroit assez stable, où tu peux te concentrer quoi. Ouais. Je préfère si c'est une tâche qui me demande d'être très concentré. Alors si c'est vraiment du deep work, en mode je dois développer une application ou je dois avoir des meetings avec des clients, ça me fait chier d'avoir des bruits de café derrière moi. Ouais, ça dépend de ça aussi. Mais j'aime bien les cafés quand j'ai des petites tâches un peu à la con à faire. Ça me fait trop chier de les faire à la maison, du coup je les fais jamais à la maison. Et du coup un café c'est bien pour ça. Genre tu chill, tu bois un petit café, tu fais tes petites tâches genre administratives, tu fais une facture, Ouais. tu réponds à quelques messages, ça c'est cool, tu vois, c'est bien. Ouais, moi j'aime bien aller dans des cafés pour faire des petites tâches aussi, genre juste poster des vidéos sur YouTube ou trouver des idées de vidéos, des trucs un petit peu créatifs qui ne demandent pas trop de mental. Mais dès qu'il faut parler à des clients ou qu'il faut faire des trucs un peu qui demandent de la concentration, c'est sûr que les cafés c'est pas ouf. Ouais. Et en plus j'allais souvent trop dans des cafés là et ouais, t'es pas très bien assis, etc. Vu qu'à Malte la qualité est pas dingo comme on a dit. Donc t'es pas très bien assis, tu commences à avoir mal à la nuque et tout. Donc c'est pas dingo. Moi franchement s'il y a des mecs qui ont de la thune qui regardent ce podcast, il y a de quoi faire à Malte. Hein. Parce que franchement il y a des opportunités de fou. Il n'y a aucun café optimisé pour du coworking, enfin pour du coworking. Ouais, vite fait. Il n'y a aucun café qui est optimisé. Genre, tu as le Costa Coffee, mais il y en a un seul dans toute l'île, quoi. Mais à part ça, il n'y a rien. Genre, quand on était en Colombie pendant plusieurs mois, et là-bas, c'est un truc de malade. Tu as des cafés de partout. Et tu as plein de cafés qui sont très optimisés pour ça, genre où c'est vraiment très calme, il n'y a pas de musique, il n'y a pas 1 milliard de mecs qui parlent super fort ou qui rigolent. Tout le monde est là sur leur PC et ils bossent. Et à Malte, il n'y a pas ça. À Malte, il y a forcément toujours soit de la musique de fou, soit des touristes qui sont en train de rigoler ou de parler super fort, et personne qui bosse. Donc il n'y a vraiment rien d'optimisé pour bosser dans un café, tu vois. Ouais, et c'est très bizarre parce que je me disais que par exemple les Starbucks à Malte sont nuls. Genre il y a même pas de chaises, il y a genre 3-4 chaises dans le Starbucks. Donc tu peux pas trop travailler dans les Starbucks. Et je me disais qu'il y avait sûrement une raison à ça parce qu'au final Starbucks dans tous les pays ils ont une salle de fou où tu peux travailler et à Malte c'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a potentiellement une raison au fait qu'il n'y a pas des cafés entrepreneurs stylés à Malte. Potentiellement c'est pas rentable, je sais pas la raison derrière. Mais ouais il y a tellement de cafés qui existent dans le monde. Il y a aussi le café de Dubaï là, il s'appelait comment de nouveau? Coffee Club, non? Ouais, The Coffee Club, il n'y a pas de The Coffee Club à Malte, tu sais pas pourquoi, alors que c'est le truc parfait pour les entrepreneurs où il y a partout dans tous les pays, à Bangkok, à Bali, etc. Donc... Même à Malte, je trouve ça fou quand même, il n'y a vraiment aucun... Même les coworking, il y a une seule marque de coworking, il y en a très peu. Mais en fait, moi j'ai une théorie là-dessus, c'est qu'en fait Malte, vu que c'est principalement basé sur du tourisme, ils vont pas se faire chier à faire ça. Ils savent qu'il y a des entrepreneurs, mais ils ont beaucoup plus de thunes à faire en tourisme qu'en entrepreneuriat, je pense. Et c'est pour ça notamment que les Starbucks, il n'y a pas d'espace intérieur avec des chaises, parce qu'ils s'en foutent, les touristes. Ils viennent juste, ils prennent leur Starbucks et ils partent et ils vont se balader, tu vois. C'est vrai que quand on réfléchit, même nous qui sommes des mecs qui sommes souvent à Malte, au final, on a envie de partir de Malte, on n'est pas à long terme à Malte, et donc au final, il y a très peu de gens qui restent long terme à Malte, et ils n'ont pas le temps de trouver leur routine dans un café et de commencer à s'installer et travailler, donc c'est peut-être pour ça, ouais. C'est ça. Mais du coup, c'est un peu un cercle infini parce que s'il n'y a pas d'endroit pour les digital nomades, il n'y aura jamais de digital nomades qui vont rester très longtemps. Et s'il n'y a pas de digital nomades qui restent très longtemps, il n'y aura jamais d'endroit pour ça. Donc c'est un peu un cercle infini qui ne peut pas Enfin, une problématique infinie, quoi. Ouais. Après, en réalité, je sais pas pourquoi nous on est allé à Malte, mais quand tu demandes à des gens où est-ce que tu veux t'expatrier, où est-ce que tu veux aller pour vivre,
Malte n'est pas vraiment un pays pour entrepreneurs qui est souvent donné. Donc, je me dis qu'au final, c'est pas du tout l'objectif de Malte de créer un pays pour entrepreneurs. Et ouais, Bali, Bangkok, la Colombie, etc., c'est beaucoup plus connu, donc c'est logique. Mais surtout que de nos jours, en fait, tout ce qui est digital nomade, ça a beaucoup évolué. Maintenant, il y a beaucoup de pays qui proposent ce qu'on appelle des visas digital nomades, où en fait, tu peux rester dans le pays mais sans y payer d'impôts. Ouais. Genre la Colombie, c'est le cas. Bali, c'est le cas. Et il y a beaucoup de pays où c'est le cas. Et du coup, en fait, tu peux avoir ton visa, rester dans le pays et profiter de prix pas chers. Avoir ta résidence, par exemple, à Dubaï où tu payes 0% et où tu dois y être que 3 mois dans l'année. Et au final, ça sert à rien d'aller à Malte pour devoir y rester 7 mois par an et en plus se payer super cher les trucs. Justement, je voulais te demander, est-ce que tu préférais les pays développés, du coup, qui sont un peu plus riches, les pays même moyens, ou est-ce que tu préfères un peu les pays du tiers-monde et pourquoi? En vrai, on en a déjà discuté pas mal. Mais pour moi, le tiers-monde, c'est bien surtout quand tu commences dans le business, je pense. Parce que ça te permet de vivre pas cher, d'avoir une bonne qualité de vie. Ça permet de rencontrer beaucoup de gens. Parce qu'au début, le réseau, c'est important quand même. Donc au début, le plus important, c'est le réseau, le bonheur global et ne pas trop dépenser. En fait, le tiers-monde, c'est bien pour ça. Parce que le bonheur global, vu que tu as un bon train de vie pas cher, tu es généralement heureux. Vu que tout est pas cher, tu dépenses pas trop. Et vu que tout le monde se retrouve dans ce genre de pays, tu as beaucoup de rencontres que tu peux faire. Et du coup, je trouve ça bien. Mais par contre, si tu veux t'installer sur le long terme, c'est pas fou. Si tu veux t'installer sur le long terme, il vaut mieux un pays évolué et entrepreneur. Genre Dubaï, genre États-Unis, genre Singapour, genre éventuellement Thaïlande, je sais pas. Mais des pays évolués et entrepreneurs, c'est stylé pour genre si tu as vraiment beaucoup de thunes et que tu veux te poser quelque part et construire quelque chose, c'est mieux, je trouve. Ouais, moi je pense un peu pareil. Justement, Thaïlande, c'est très bizarre parce que c'est vraiment Bangkok surtout le mixte parfait entre les deux. Genre c'est un peu évolué mais pas trop et en même temps il y a des prix pas chers, donc c'est un peu un truc à part et je comprends qu'il y a des gens qui aiment bien ce truc à part. Ouais. Mais par exemple, je discutais avec un gars qui commence à avoir un enfant et qui va avoir une famille et tout. Du coup, il part de Malte au final parce qu'à Malte, il voit pas d'opportunité d'avenir pour créer une famille. Bon, je dis Malte, mais en réalité, Malte, c'est pas non plus un pays du tiers-monde, mais il y a peu de trucs stylés de pays développés quand même. Donc, Malte, je considère pas ça comme tiers. Au contraire, pour moi, à Malte, je préférerais éventuellement être à Malte si j'avais une famille que d'être en Colombie, par exemple. Ouais, mais c'est pas non plus le meilleur des pays pour les gens normaux qui veulent créer une famille. Mais du coup, ouais, quand tu commences et que tu es en Colombie, à Bali, dans des pays un peu pas chers, ça peut être une bonne transition. Surtout que du coup, en termes d'impôts, si vous gagnez pas beaucoup d'argent, vous allez rester dans les premières tranches d'impôts. Donc avec une LLC par exemple, vous n'allez pas avoir à payer beaucoup d'impôts. L'appart va pas être cher. Il y a quand même beaucoup de réseaux. Au début, ça peut être pas mal pour recommencer. Et surtout, c'est des pays qui sont beaucoup plus agréables à vivre que la plupart des pays, on va dire, riches et développés. Je sais pas ce que tu en penses, mais par exemple, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de vivre à Bali ou dans des pays un peu tropicaux qui sont chill avec des beaux paysages que de vivre à Malte ou à Dubaï. Ouais. Moi, je trouve que d'expérience, j'étais beaucoup plus heureux, par exemple, au Mexique ou en Colombie. Surtout pour le niveau de vie que tu peux te permettre d'avoir, mais aussi parce que c'est beau, c'est stylé. Genre le Mexique, c'est magnifique, t'as des plages incroyables, c'est tropical, tu peux visiter des îles de fou. En plus, tu peux manger de la super bonne bouffe, c'est des paysans, tu peux rencontrer des gens, des locaux, c'est vraiment bien. Je trouve ça bien. Ouais, pareil, à Bali, j'étais dans une genre de colocation, donc en gros, t'as ta chambre avec ta douche. Et genre on sortait, il y avait une piscine et t'avais la cuisine commune. C'était pas mal pour le bonheur, ouais. Je sais pas, j'étais un peu plus heureux. Mais sur le long terme, au final, ça commence à être en même temps aussi normal, on va dire. Tu t'en lasses assez rapidement, donc comme je te disais, justement, c'est pas mal d'aller dans ce genre d'endroit pendant 3 mois par an. Tu te chilles un peu, tu travailles, tu fais des tâches vite fait. Et je pense qu'il faut avoir une base quand même dans un pays qui est assez développé et dans lequel tu peux bien travailler. Après, moi, j'ai remarqué un truc quand même chez les entrepreneurs de manière générale, c'est que les entrepreneurs sont pas des personnes stables. Genre en fait, tu rencontreras jamais quelqu'un de drivé dans la vie qui sera réellement stable, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Stable géographiquement. Ouais. Genre, parce qu'en fait, par définition, quelqu'un qui est drivé en permanence, c'est quelqu'un qui est en permanence dans l'inconfort, tu vois, et qui aime ça en fait. Quelqu'un qui veut toujours plus, qui veut toujours mieux, qui veut toujours je sais pas quoi. Et au final, quelqu'un qui veut toujours plus, mieux et qui est toujours dans cet inconfort, il va jamais rester quelque part, tu vois. Genre, j'ai remarqué que la plupart des mecs que je connais, qui sont entrepreneurs en ligne forcément, qui sont très drivés,
ils s'en foutent, genre ils voyagent en permanence. Et quand tu regardes même les plus riches, genre tu regardes des Oussama, des Yomi ou je sais pas quoi, ok, ils ont une base, mais ils voyagent en permanence. Ouais, bah justement, moi je pense que le mieux c'est d'avoir une base. Donc tu as une base dans un pays où tu as tes taxes, où tu as potentiellement un appartement où tu viens pour chill dès que tu as envie et que tu n'as plus envie de voyager. Parce que c'est vraiment très relou de tout le temps devoir choisir un pays. Par exemple, nous on doit à chaque fois retourner à Malte pour nos impôts. Donc on est obligé de retourner à Malte tous les ans pendant 6 mois parce qu'au final on n'a pas choisi de base et justement on fait que voyager sans choisir de base. Donc je pense que c'est pas mal d'avoir une base et c'est assez important quand même. Mais après, ouais, il faut pas non plus rester dans ta base pendant 12 mois et te forcer à rester dans ta base. Et tu peux voyager. Ouais, c'est ça. Et au final, j'ai remarqué que la plupart des entrepreneurs qui sont stables géographiquement, genre qui sont dans un seul pays et qui bougent jamais, c'est des mecs qui gagneront jamais beaucoup d'argent, hein, j'ai remarqué. Genre les seuls que je connais, par exemple, qui sont stables en France ou qui sont stables justement à Malte ou je sais pas quoi, c'est des mecs qui n'ont pas beaucoup de thunes, ils sont juste confortables en fait, ils sont dans le confort. Et si tu peux pas avoir une personnalité d'inconfort pour le business et de confort dans la vie, ça marche pas ensemble. Du coup, un mec qui est confort dans la vie, il sera toujours confort dans le business. Et si tu es confort dans le business, tu gagneras jamais beaucoup d'argent. Justement, moi, je trouve que ce qui est stylé quand tu voyages, c'est que tu vas rester pendant 3, 4, 5 mois peut-être dans un pays. Et après, tu commences à être un peu dans la zone de confort, tu commences à avoir tes habitudes et tout. Et justement, de nouveau voyager et tout recréer de zéro. À chaque fois que je change de pays, en fait, je trouve que je débloque des nouveaux trucs dans mon business parce que ça me permet de prendre du recul et de changer les stratégies et de penser à un peu tout ça. Et ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de rencontrer en permanence de nouvelles personnes qui te permettent d'avoir des visions différentes sur la vie, sur le business. Ça, c'est bien, je trouve. Ouais, c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien parce que du coup, tu peux pas faire de rencontres très long terme non plus. Donc, Si, tu peux. Par exemple, moi, j'ai rencontré des mecs au Mexique. Au final, on a voyagé ensemble en Colombie. Et même si on n'habite plus forcément dans le même pays, on parle encore toutes les semaines ensemble. On fait tout. Toutes les semaines, on fait des masterminds ensemble Ce que je veux dire, c'est genre parler dans la vraie vie tous les jours, rencontrer des gens dans la vraie vie et vivre avec eux. C'est un peu compliqué quand tu voyages et que tout le monde voyage parce qu'au final, vous allez changer de pays et Ouais, c'est sûr. parler par internet, c'est différent quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, si tu voyages tout seul dans un pays, moi j'étais tout seul à Bangkok pendant environ 2 mois. Au bout d'un moment, c'est chiant parce que quand tu es tout seul et qu'il n'y a personne parce que tu as changé de pays et que du coup il faut que tu rechanges de pays, tu vas de nouveau rencontrer de nouvelles personnes, etc. Au bout d'un moment, tu en as un peu marre de devoir faire l'effort d'aller rencontrer de nouvelles personnes à chaque fois que tu changes de pays. Donc moi, c'était une période où je voyageais tous les mois, donc c'était encore pire. Tous les mois, il fallait que je rencontre des nouvelles personnes, que je parle à des nouvelles personnes. Ouais, mais tu vois, au final, je trouve ça pas mal parce qu'au final, même si au début c'est chiant, en fait, au bout d'un moment, tu arriveras à un stade où tu connaîtras des gens un peu partout. Et du coup, n'importe où tu vas, tu pourras retrouver des personnes. Genre là, je suis venu ici, il y avait, tu sais, Pierre qui était venu que j'avais rencontré au Mexique. Lui, il a déménagé en Espagne et je l'ai rencontré à Malte de nouveau, tu vois. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Et là, je sais que si je vais à Dubaï, j'ai des potes qui sont à Dubaï. Je sais que si je retourne en Colombie, j'ai des potes en Colombie. Je sais que si je vais en Thaïlande, j'ai des potes en Thaïlande. Donc c'est bien, tu vois. C'est quand même bien d'avoir des potes partout. Et au final, en vrai, je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, mais la vie d'entrepreneur, c'est quand même une vie qui est très solitaire. Ouais. Genre, déjà, tu es aidé par personne. Tu es guidé par personne. Toutes les amitiés, toutes les rencontres sont forcément éphémères parce que tout le monde bouge toujours. Et donc au final, tu es toujours très solitaire, je trouve, dans ce genre de choses. Ouais. Moi, en réalité, l'un des premiers critères pour moi quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était vraiment de pouvoir voyager, être digital nomade, être libre, etc. Mais en réalité, quand tu penses à ça, tu vois pas non plus les désavantages de toujours voyager et tout. C'est vraiment après, quand tu commences à le faire, que tu vois qu'il y a énormément de désavantages. Mais en vrai, quand tu regardes de l'extérieur, les influenceurs et tout, tu as l'impression que c'est tout le temps parfait, tout le temps insane. D'ailleurs, parlons-en des parlons-en des désavantages, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. Ouais. Les gens voient trop les gens sont trop naïfs, je trouve. Les gens, ils regardent tes réseaux et ils t'envoient des messages parce que tu es à la plage et t'écrivent mec, t'as trop de la chance, ta vie elle est incroyable, j'aimerais trop vivre ta vie, etc. Mais en fait, ils aimeraient pas vivre ma vie. Hein. En fait, il y a un truc qui est ouf, et je parle souvent de ça avec ma petite amie, c'est que elle, à chaque fois qu'elle regarde les réseaux, elle va se dire putain, cette meuf, elle a une vidéo, j'aimerais trop avoir sa vie, ou ah, j'en ai marre, moi ma vie est pas bien comparée à cette personne. Mais en fait, en réalité, elle voit que la vie extérieure des gens qui postent des trucs sur les réseaux. Donc moi, quand vous allez regarder mes réseaux, vous allez que voir quand je suis au beach club, etc. Donc c'est normal que vous voulez ma vie. Mais au final, vous allez comparer ça avec votre vie intérieure parce que vous connaissez tout de vous-même, et donc ça va pas être pareil en fait. Vous n'allez pas pouvoir comparer ce que les gens montrent avec ce que vous savez de tout de vous. Donc ouais, faut prendre ça en compte. Non mais franchement, on se rend pas compte, mais la vie d'entrepreneur, de manière générale, c'est tellement difficile. C'est tellement dur, c'est genre 100 fois plus dur qu'une vie normale. Ouais, et c'est pour ça qu'il y a peut-être que 1% qui réussissent, parce que c'est tellement dur. Parce que tu as déjà énormément de stress de manière générale, mais en plus si tu voyages, tu as le stress des voyages, tu as des stress financiers, tu as le stress du décalage horaire, on va en parler juste après je pense. Tu as 100% de stress différents, enfin tu as 100 milliards de stress différents.
Et en plus, tu as le stress de bien livrer à tes clients, de pouvoir être là au rendez-vous, les éventuelles les maladies que tu chopes quand tu voyages. Enfin, c'est super difficile, hein. Et c'est vraiment pas la belle vie, hein. En même temps, c'est difficile, mais en même temps, c'est facile. Mais c'est un peu bizarre. Ce que je veux dire par là, c'est que, en même temps, c'est facile de faire 1500 € par mois et de gagner plus qu'un salarié lambda. Mais en même temps, c'est difficile parce que il va y avoir énormément de stress, ouais, comme tu dis. Et il faut toujours penser à tous les aspects de ton business. Et si à n'importe quel moment, tu arrêtes de travailler ou tu arrêtes de penser à un aspect, par exemple l'aspect vente, voilà, tu en as marre de faire des ventes, tu arrêtes de penser à ça pendant un mois, bah, un mois plus tard, tu as fait 0 vente et tu es à 0 €. Il faut toujours penser à tous les aspects du business. Et c'est assez relou, mais en même temps, c'est facile de gagner beaucoup plus qu'un employé. Donc, Ouais, c'est ça. T'as l'avantage que c'est facile de gagner beaucoup plus qu'un employé. Je pense que si t'es pas complètement débile, tu peux facilement gagner entre 5 et 10 K par mois. Et si tu te bouges un peu le cul, tu peux facilement gagner plus. Donc ça, c'est quand même un gros avantage de l'entrepreneuriat. Mais après, le gros désavantage, c'est quand même tout le stress qui va avec. Genre, c'est vraiment très très difficile mentalement, je trouve. surtout quand on débute, je pense. Une fois que tu commences à avoir peut-être beaucoup d'argent et que tu as investi dans un bien immobilier ou que tu as 100 000 € sur un compte, tu as un peu moins de stress. Mais au début, tu vas vraiment avoir un stress parce que bah, tu n'as potentiellement que 10 000 €, 5 000 € sur un compte. Et donc tous les mois, il faut que tu dépenses 1 500 € pour vivre. Donc au début, le stress est un peu plus grand qu'après, mais plus le temps va passer et moins le stress va être présent et plus vous allez savoir comment faire de l'argent aussi. Donc ça va être de plus en plus simple, je pense. D'ailleurs, du coup, comment tu gères tout ce qui est décalage horaire par rapport à quand tu voyages? Parce que parfois tu as moins 6 heures et parfois tu as plus 6 heures, donc tu fais comment? Bah, en parlant de ça, moi justement, j'ai aucun problème avec le décalage horaire. J'ai vraiment jamais eu aucun problème. Parce que de base, je travaille pas beaucoup avec mes clients. Et en plus, quand je travaille avec des clients, je fais vraiment tout pour ne pas dépendre d'eux. Donc, je les laisse s'organiser en fonction de mon emploi du temps et je m'organise pas en fonction du leur. Donc, à aucun moment, si le mec me dit j'ai besoin de ça dans 6 heures, je vais lui dire ok. Je dis non, soit tu travailles avec moi et tu l'as dans 12 heures, soit tu l'as pas et tu travailles avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est si tu as des réunions, par exemple, si tu as par exemple pour ton business prévu une réunion avec ton équipe tous les mercredis à 18 h et que tu changes de fuseau horaire du jour au lendemain, c'est un peu compliqué de devoir réorganiser, peut-être que tout le monde n'est pas dispo, enfin comment tu gères ça? Ouais, justement, quand j'étais à Bangkok, j'avais des réunions à 2 heures du matin. Donc, et en Colombie, j'avais même des réunions à 5 heures du matin. Mais en vrai, ça me dérange pas forcément parce que je suis OK avec le fait de voyager, d'être dans un pays plus stylé et avec les inconvénients que ça a avec. Donc, au final, si je dois me lever à 5 heures du matin, bah, je me lève à 5 heures du matin et je suis limite content de le faire parce que ça montre justement que mon choix a été dans ce genre de pays et du coup, bah, je suis content de prendre les avantages et les désavantages avec, quoi. Bah justement, un pote que j'avais rencontré en Colombie, il était salarié en France, il était salarié mais genre en télétravail, et il habitait en Colombie sans le dire à son boss en plus, genre son boss il était même pas au courant, c'était très très drôle. Et du coup, il devait quand même être à des réunions très régulièrement, genre 3 ou 4 réunions par jour. Et donc le mec en fait, il se réveillait tous les jours à 3 ou 4 heures du mat pour faire ses réunions. Donc de 3 à 4 heures du mat, il se réveillait tous les jours 3 ou 4 heures du mat. Et en fait, dès qu'il avait la pause de dès qu'il terminait le travail aux alentours de 17 h heure française, c'était genre midi en France, enfin midi en Colombie, et il allait faire une petite sieste. Après, il continuait sa journée. Ouais, ça doit pas être ouf. C'était difficile, mais il était ultra heureux. Il était trop content le mec. Et il est rentré en France justement parce qu'il a changé de job. Et là, il attend qu'une chose, c'est pouvoir repartir en Colombie, même sous ces conditions-là. Donc c'est quand même, ça prouve qu'au final, vivre ailleurs, même si c'est plus difficile, parfois c'est bien quand même. Bon, du coup, Lucas, j'ai une question pour toi. Toi, tu as voyagé à Malte assez tôt, non? Tu as voyagé à Malte assez tôt dans ton aventure de business, non? C'était quoi, la deuxième année? Ça faisait quasiment 1 an et demi que j'avais lancé le business, donc la deuxième année, oui. Disons que si maintenant tu devais donner un conseil à toute personne qui est entrepreneur et qui veut justement commencer à voyager, quels seraient tes premiers conseils? On va dire tes conseils les plus importants, que ce soit dans le choix du pays ou aussi de manière générale dans le pays où tu vas. Bah déjà, je pense que quand vous débutez, pour commencer, il va falloir choisir un pays qui est pas trop loin, qui est pas trop compliqué. Comme ça fait une première expérience rapide, pas trop compliquée. Il faut avoir aussi un petit budget de côté, genre je dirais minimum 5 000, 10 000 €, donc entre 5 000 et 10 000 €, je pense. Et vraiment, quand tu commences à voyager, ce qui est vraiment ouf, c'est que en réalité, tu vas penser que ça va être risqué, que tu vas gagner moins, mais la plupart du temps, ça va vraiment te faire découvrir un nouveau monde, on va dire. Et s'expatrier, ça va vraiment changer totalement votre vie. Alors, moi, quand je suis parti à Malte, de base, j'étais pas non plus un mec qui avait une mentalité de fou entrepreneur et tout. J'avais encore un peu la mentalité française. Et le fait d'être parti à Malte, ça a totalement changé ma mentalité. J'ai rencontré des gens, j'ai fait énormément d'argent directement. Donc en réalité, je pense que c'est très important de s'expatrier. Et il faut pas être peureux de s'expatrier ou avoir peur de quoi que ce soit. Il faut s'expatrier le plus vite possible, je pense. Ça va vraiment être une des grosses différences qui va faire que le business va exploser selon beaucoup de personnes. Et qu'est-ce que pour toi, quel serait le budget minimum, en tout cas l'argent minimum à avoir de côté avant de commencer à voyager?
Bah, ça dépend aussi des revenus fixes potentiels que vous allez avoir. Donc, si vous êtes confiant d'avoir gagné 2000 euros par mois pendant les prochains mois, ça va être OK. Maintenant, je dirais il faut quand même 5000 euros sur un compte. 5000 euros, ça va. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un minimum quand même qui te permet de ne pas être complètement stressé et complètement paralysé quand tu arrives dans le pays? En termes d'argent? Ouais. Bah ouais, il faut au moins 3000 euros et être potentiellement capable de faire 1000 euros par mois. Donc, faut pas aller dans le pays avec 3000 euros et au final, vous avez rien derrière et vous allez dépenser les 3000 et retourner en France, quoi. Tiens d'ailleurs, en vrai, bonne question qui peut être intéressante. Pour les personnes qui voudraient vivre cette expérience, mais qui peuvent pas forcément parce qu'ils ont soit un job, soit ils ont rien du tout, ils ont pas de revenus, ils sont trop jeunes ou je sais pas quoi. Pour toi, quels seraient les top 3 des business à lancer qui permettent de gagner suffisamment d'argent pour commencer à voyager? Je pense que les business les plus rapides pour gagner de l'argent, ça va être freelance, le premier, le plus rapide. Avoir des contrats de freelance sur des plateformes ou contacter des gens et faire des services pour eux. Le deuxième, je dirais que ça va être potentiellement tout ce qui est réseaux sociaux et création de contenu. Donc vous allez créer du contenu, si vous commencez à avoir une communauté, vous allez pouvoir voyager assez facilement, assez rapidement. Et vous pouvez tout faire de n'importe où dans le monde, donc c'est pas mal. Et en troisième business, bah, je te laisse dire, j'ai plus trop d'idées. Bah moi je dirais en troisième business, t'as dit freelance mais je pense que je dirais agence. C'est un peu comme freelance mais c'est un peu évolué. En vrai non, troisième business je dirais bien faire de l'e-commerce. Parce que l'e-commerce ça peut aller vite. Hein. C'est vrai. Si tu as un bon produit et que tu commences à gagner pas mal d'argent, ça peut aller très vite. Ouais, moi je ne connais pas du tout en e-commerce donc j'ai Moi non aucune plus, idée. mais je pense que ça peut être C'est assez vraiment un rapide. business que j'ai jamais lancé. Ouais, ouais. Du coup, je voulais te parler aussi quand on est digital nomade et qu'on a une meuf. Donc, pour raconter la petite histoire, Freddy et moi, on a des meufs qui sont colombiennes et latino. Donc, toi, elle est du Venezuela. De base, justement, le fait de voyager, ça nous a ouvert les yeux sur ça aussi parce qu'on n'était pas du tout connaisseurs des latinos et on n'aimait pas du tout ça. On était tous basés vraiment en Europe. On voulait trouver des européennes ou même des asiates. Et au final, bah, par le hasard des choses et voyager, on a découvert les latinos. Enfin bref. Et du coup, ce qui est compliqué. C'était une intro un peu longue quand même. Ouais. Hein. Du coup, ce qui est compliqué avec les latinos, c'est que pour le visa, c'est très compliqué. Et moi, j'ai eu pas mal de problèmes. Donc, par exemple, quand on était à Bali avec ma petite amie, on devait passer de Bali à Bangkok. Donc, moi, bah, je suis européen, je peux tout faire. Et elle, bah, au final, elle devait faire un visa, elle devait aller à Jakarta. Donc, on a dû aller à Jakarta. On a dû attendre 7 jours qu'elle ait son visa, on devait tout faire les papiers. Ensuite, on a dû aller encore une fois à Bali. Et ensuite, on a dû aller à Bangkok. Donc, c'est vraiment très relou. Et par exemple, il faut savoir que pour les gens qui sont européens, c'est très facile de voyager dans l'Europe. Mais si vous n'êtes pas européen, vous ne pouvez pas rester dans l'Europe plus de 3 mois sans un visa. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si vous voulez faire France et qu'ensuite vous voulez faire Malte et qu'ensuite vous voulez faire Espagne, c'est impossible en fait. Il faut au maximum quitter l'Europe pendant 3 mois et rester en Europe pendant 3 mois. Donc vous pouvez pas faire un road trip de l'Europe si vous n'êtes pas européen. Et vraiment ça, je trouve que c'est un truc de ouf. Genre, je pensais pas que c'était possible d'avoir autant de complications quand tu n'étais pas européen pour être dans l'Europe. Et je comprends même pas l'intérêt derrière en réalité, mais du coup c'est compliqué. Là à Malte, on a dû payer un visa étudiant pour la faire rester. Genre il y a plein de trucs relous quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Genre c'est un peu n'importe quoi, non? Que l'Europe ferme ses frontières maximum 3 mois et qu'après ce soit impossible. Ouais, mais moi je trouve ça normal. Hein. En vrai, je trouve pas ça particulièrement aberrant quoi. Genre le truc le plus aberrant, c'est quand même que tu puisses pas voyager entre différents pays de l'Europe et qu'il y ait un espace Schengen, non? Ouais, mais c'est l'Europe, c'est comme si tu vas aux États-Unis et que tu dis ouais pourquoi je pourrais voyager entre la Californie et New York alors que Ah, c'est totalement différent, c'est la même chose, c'est les États-Unis. ouais mais même genre c'est différent, c'est l'Europe, c'est un concept d'État uni quoi. Mais moi en vrai je trouve pas ça très aberrant. En soi c'est le cas partout, hein. Genre en Colombie non plus tu peux pas rester plus de 6 mois à moins d'avoir un truc spécifique donc te payer un visa étudiant ou te payer un visa spécifique tu vois. Justement, Normal non? si tu vas en Colombie, tu peux juste aller au Venezuela à côté. En Europe, je trouve ça aberrant que tu puisses pas faire France, ensuite Espagne, ensuite Portugal, ensuite Italie. C'est le concept de libre circulation et libre échange en vrai. Hein. Ouais. En vrai, je pense que l'Europe se met quand même des bâtons dans les roues pour rien. Genre, je vois pas trop l'intérêt derrière. Et bah, c'est l'Europe quoi. Ouais, mais c'est toujours compliqué parce qu'en fait, nous, on parle du point de vue d'entrepreneurs ou de personnes qui ont des bonnes intentions, mais en vrai, il y a énormément de gens qui ont de mauvaises intentions. Hein. Ouais. Il y a 100 fois plus de personnes qui veulent juste venir immigrer clandestinement, trouver un job et rester dans le pays que de gens qui veulent juste venir pour visiter. Donc c'est normal. Hein. Du coup, on n'a pas parlé aussi beaucoup des avantages de digital nomade et pourquoi est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien. Mais j'ai par exemple un petit exemple. Donc nous, quand on a commencé à s'expatrier à Malte, justement, on a choisi Malte parce qu'il y avait le Covid, je sais pas si tu te souviens. Et en France, c'était vraiment horrible, genre tu pouvais rien faire. Et nous, on est arrivé à Malte, on pouvait tout faire, tout était facile et tout. Et justement, c'est un très bon exemple parce que tu as Malte et Dubaï. C'était littéralement quasiment les deux seuls endroits dans le monde où pendant le Covid, vous pouviez tout faire. Et donc ça montre vraiment à quel point au final, être libre et pouvoir travailler partout dans le monde, bah, ça permet d'éviter ce que 99% des gens avaient comme problème. Et même nous, on aurait pu partir à Dubaï parce qu'à un moment, Malte, ils ont fermé. Mais on l'a pas fait, mais on aurait dû le faire. Donc c'est vraiment ouf de voir qu'en fait, bah, c'est vraiment ça qui te permet d'avoir le choix dans le monde quand il y a des problèmes, quoi.
Ouais, bah, c'est sûr, en vrai, la liberté, c'est bien quand même, c'est bien. Parce que si tu as un truc qui te plaît pas dans un pays, bah, tu peux changer quand tu veux. Même si tu te fais chier dans un pays, tu peux changer quand tu veux, c'est bien, je trouve. C'est une grande chance de pouvoir être libre. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas vivre ça. Ouais, je pense que quand il y a des problèmes, c'est encore pire. Là, en ce moment, tout va un peu mieux. Mais quand il y a des problèmes pendant le Covid, on l'a très bien vu. C'était soit Dubaï, soit Malte, soit vous restiez chez vous confinés. Donc, ça enlève pas mal de liberté, quoi. Ouais, c'est sûr. Du coup, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a voyagé l'année dernière donc dans les trois continents. Genre, j'étais en Asie, en Europe et en Amérique du Sud. Donc, j'étais vraiment dans les trois continents. Et il y a vraiment des mentalités totalement différentes. Par exemple, en Amérique du Sud, ça va plus être des gens chauds avec une mentalité différente. En Europe, ça va être des gens sérieux, un peu normal. Et en Asie, ça va vraiment être des gens très froids. Et du coup, j'ai remarqué que dans tout ce qui se passe dans le monde, chaque continent a des avis différents. Donc, par exemple, les Asiatiques, ils vont avoir un avis différent sur la guerre en Ukraine. Les Français vont avoir un avis différent, etc. Et en vrai, d'avoir voyagé dans ces pays et de prendre le point de vue des autres personnes, je trouve que ça aide énormément dans le business pour faire des choix parce que t'es pas bloqué avec ton choix de français, avec ta mentalité française, mais t'as vraiment tout le monde entier en termes de vision et du coup tu peux bien réfléchir plus facilement et je pense que chacun de tes choix va être beaucoup plus optimisé grâce à ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au final, il y a beaucoup de trucs où moi je trouvais que c'était totalement normal, surtout par rapport au rapport entre les différentes personnes, le respect, etc. Mais où en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout la norme. Genre, nous, on a été élevés dans une culture très spécifique, et tu vas dans un autre pays et en fait, ça bouleverse complètement ce que tu as appris. C'est très. D'une part, c'est un peu déroutant, mais aussi c'est intéressant, je trouve, en vrai. De voir comment les autres vivent, de voir comment les autres ont grandi, quelles sont leurs habitudes. Je trouve ça stylé. Ça permet de t'ouvrir beaucoup sur. Déjà de prendre du recul sur toi et sur ta culture, mais aussi de t'ouvrir sur ce qui existe, quoi. C'est bien, hein. Ouais. Je trouve ça stylé en vrai. Et même pour le business, je trouve ça bien. Ça permet de trouver des bonnes opportunités. Ouais, parce que du coup, tu as le point de vue américain, tu as le point de vue français, tu as le point de vue Chine, tu as le point de vue russe. Et qu'est-ce que tu penses de l'intérêt d'apprendre des langues quand tu voyages? Personnellement, dans tous les pays, même dans les pays qui parlent pas anglais, j'ai toujours parlé anglais et ça passait assez bien. En Colombie, ça devenait un peu difficile parce qu'ils parlent pas bien anglais, mais ma petite amie parlait espagnol, donc ça allait. Mais en réalité, si vous parlez anglais, vous pouvez voyager partout et je pense que ça peut être intéressant si vous voulez vraiment aller dans un pays, y vivre, d'apprendre la langue. Mais sinon, si vous voyagez tous les mois, tous les 3-4 mois, ça sert pas à grand chose d'apprendre une nouvelle langue. Moi, je trouve que c'est stylé d'apprendre des langues. Même, genre, j'aime bien. Déjà, c'est un challenge personnel, je trouve, c'est stylé. C'est comme, genre, apprendre à. Enfin, c'est comme faire du sport, tu vois. En soi, ça sert peut-être pas à rien. Enfin, ça sert plus ou moins à rien, mais c'est stylé, tu vois. C'est un challenge personnel. Ouais, en vrai, moi j'ai beaucoup de travail en ce moment et plus de focus, donc j'ai l'impression que si j'apprenais une langue, ça m'enlèverait de l'énergie que j'ai besoin dans mon travail, mais pourquoi pas si j'ai un peu moins de travail. Pour le coup, ce que je trouve vraiment stylé avec le fait d'apprendre des langues, c'est que tu as une meilleure immersion dans le pays. Ouais, c'est sûr. Genre, tu as vraiment l'impression de faire partie de la culture et c'est stylé. En plus, tu peux te faire des potes locaux. Genre, forcément, tu m'as dit que c'était pour toi que c'était compliqué de faire des potes en Thaïlande, mais je pense que si tu parles le thaï, c'est beaucoup plus simple. Justement, rien que le fait de rentrer dans un café et de dire bonjour en thaïlandais, j'ai oublié comment on dit maintenant, mais genre ça changeait totalement le fait que la personne me regardait différemment dans le café. Et même si tu parles super mal, c'est très bien vu à chaque fois. Genre, ils rigolent ou ils sont super chaleureux avec toi et tout, c'est stylé. Ouais.